Bien, bonjour à tous. Je suis donc Henri Tremblay. Je suis responsable de la recherche et développement sur les sujets qui tournent autour de la performance chez Octo. À côté de moi, j'ai Michael Robert, comme vous avez dû déduire, qui lui est responsable de la recherche et développement sur la Software Factory, donc tout ce qui est intégration continue, et donc en particulier des sujets d'intégration continue de performance. Non, pas tout de suite. La performance, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Octo, et moi et Michael en particulier, parce que c'est souvent la fonctionnalité implicite d'une application. C'est-à-dire que c'est la fonctionnalité que personne ne va vous demander, mais tout le monde s'attend à ce qu'elle soit là à la fin. Je m'explique un petit peu. On lit souvent sur Internet que, par exemple, des compagnies comme Amazon gagnent, je sais pas, un certain nombre de millions de dollars par milliseconde gagnés en temps de réponse. C'est vrai pour Amazon, mais c'est vrai aussi pour des applications d'entreprise. C'est-à-dire que si votre application n'a pas un temps raisonnablement suffisamment rapide, par exemple sous la seconde quand on fait un clic, ben, vous avez souvent des problèmes d'adoption par vos utilisateurs. Vous allez avoir ou des problèmes juste de marketing. Si vous êtes en bancaire, envoyer une transaction, il faut que ça soit relativement rapide. Malheureusement, c'est un petit peu l'enfant pauvre des développements informatiques, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'en occuper à la fin des projets. Pourquoi? C'est à cause d'un grand homme qui s'appelle Donald Knuth. Donald Knuth a dit il y a un certain temps que l'optimisation prématurée était la racine du mal. Normalement, vous avez appris ça à l'école dans vos cours d'algorithmie. Et on l'a relativement bien retenu, c'est-à-dire que quand on fait nos développements informatiques, on développe, et à la fin, juste avant la mise en production, on se lance dans des tests de charge pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Le problème, c'est que quand Donald Knuth a dit ça, en fait, il ne voulait pas dire ça du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est de ne pas faire ça. C'est-à-dire, je suis en train de coder mon bout de code, tiens, je vais essayer de l'optimiser parce que ça pourrait être bien. Quand vous faites ça, ben, vous ne savez déjà pas si votre bout de code il va être vraiment utilisé dans l'application. Ce qui fait que vous êtes peut-être en train de perdre votre temps à optimiser un truc qui sert une fois à tous les 4 ans. Et en plus, ben, il est possible qu'après le compilateur il fasse des optimisations lui-même, que votre machine virtuelle fasse des optimisations elle aussi, et qu'en pratique, vous êtes en train de complexifier la tâche du compilateur plus qu'autre chose. Globalement, vous êtes en train d'optimiser aléatoirement, vous ne savez pas si ça a un résultat. Par contre, Donald Knuth était tout à fait pour ce principe, c'est-à-dire vous codez une fonctionnalité, vous mesurez ses performances, et si les performances ne sont pas suffisantes, vous optimisez cette fonctionnalité. Il n'y a pas de raison de le faire à la fin d'un projet, vous pouvez le faire tout de suite, vu que vous savez que c'est déjà lent. Bon, pour démontrer ça, on va vous parler d'une petite application. En fait, on a deux chefs de projet, Michael et Henri. C'est deux chefs de projet qui ont une ambition de développer une application qui s'avère être exactement la même dans les deux cas, avec une approche de développement légèrement différente. C'est prévu sur 1 an de développement informatique parce que c'est une application d'assez grande ampleur. Et donc, ils mettent en place tout ce qu'il faut pour faire un projet un petit peu sérieux. Voici donc l'application. Et donc, on a une application web assez classique. Alors, on va gérer une liste de cocktails, en fait, donc c'est tout à fait indispensable à tout le monde. Et on va avoir de quoi les filtrer. Donc, si j'ai du whisky chez moi, je vais pouvoir filtrer sur le whisky. Si j'ai de la vodka, voilà. Tout ça, ça dégage donc des pages web et un ensemble de web services. Bon, application extrêmement névralgique qui demande une grosse complexité d'architecture, vous l'avez compris. Justement, nos deux compères commencent leur application et ils définissent l'architecture nécessaire pour être capable d'avoir une tenue en charge qui correspond aux espérances de l'application. Donc, ils choisissent leur framework, etc., etc., etc. Ensuite, eh bien, comme c'est des bons élèves et qui pratiquent plutôt le développement agile et qu'ils ont compris qu'une intégration continue donne un retour rapide sur la qualité du code, ils vont mettre en place une usine de développement. Donc, une usine de développement, c'est d'abord un serveur d'intégration continue avec un build de base, donc ici avec de quoi compiler et lancer les tests unitaires. Donc ça, c'est assez classique par rapport à tous les projets que vous connaissez, je pense. Donc s'ils sont très orientés DevOps, ils auront installé leur usine de dev avec Chef ou des outils équivalents. Ce qu'on a fait, on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure.
Bon, l'usine de développement est là, le build fonctionne, nos deux compères. Bon, je regarde un petit peu derrière, je m'attendais à avoir un petit moniteur là, mais il n'y en a pas en fait. Donc, donc nos deux compères commencent donc leur première itération fonctionnelle classique, donc chacun code de leur côté. Et une fois cette itération terminée, eh bien, Henri, lui, rentre dans sa deuxième itération. Et il continue ses développements fonctionnels traditionnellement. Par contre, Michael, de son côté, lui décide de faire des tests de charge directement pour valider son architecture. En fait, de mon côté, j'ai pas grand-chose à tester encore, j'ai juste quelques services, mais mon objectif va être de toute façon d'avoir des temps de réponse très bons. Je sais très bien que si j'ai des temps de réponse qui ne sont pas acceptables pour les clients, non seulement on va me faire une mauvaise pub, mais les peu que j'aurai ne resteront pas sur mon application. Donc pour ça, je vais utiliser un outil comme Gatling. Donc je vous ai mis un petit exemple de scénario Gatling. C'est lisible, je ne me rends pas bien compte. Un petit peu plus gros. Donc un scénario Gatling, c'est du Scala. Alors n'ayez pas peur quand je dis Scala, parce qu'en fait c'est un DSL sur Scala, c'est très lisible, on comprend très bien ce que ça fait. Ici je fais un appel à la home de l'application, et je vérifie que le code de retour c'est 200, et je fais le même genre d'appel pour une liste de services REST, etc. Donc dès le début, dès que je commence à avoir quelque chose d'appelable, je fais mes tests de charge. Et donc, je vais déjà être capable de les lancer. Donc ça se lance assez facilement. Vous voyez bien ce que je fais. Donc ça ressemble... Alors ici, on va lancer Gatling à travers un plugin Maven. Donc notre projet est buildé via Maven. Tant qu'à faire, autant utiliser Maven aussi pour lancer les tests de charge. OK ? Et donc je vais maintenant les lancer. Donc ça commence comme une compilation Maven et ça va lancer un wrapper qui va faire les tirs de perf à ma place dès le début de mon projet. Et donc pendant ça tourne, on a déjà une simulation chargée. Alors derrière, ça va vous sortir un dashboard de ce type-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pour chaque appel fait être capable d'avoir des temps de réponse utilisables. Donc on a le temps de réponse moyen. C'est pas vraiment ce qu'on utilise quand on fait de la perf. On va plutôt travailler sur les percentiles 95 ou 99 qui vont éliminer les valeurs extrêmes. Donc dès le début, on est capable de mesurer chaque temps de réponse et donc on part déjà dans un objectif de détecter la dérivation de perf au fur et à mesure qu'on avance dans le code. Donc le test a dû se finir derrière, mais nous on va continuer sur les slides. Donc, Michael a mis en place ses tests de charge. Il réalise que son architecture avait quelques soucis finalement, parce que étant donné la quantité d'utilisateurs nécessaire, il se rend compte qu'il faudrait corriger certaines briques d'architecture. Par exemple, il décide de mettre un varnish en frontal pour pouvoir servir ses ressources statiques. Il remplace Apache par Nginx parce que Nginx scale beaucoup mieux sur une grosse charge. Et il se dit, tiens, je pourrais mettre un backend NoSQL, ça augmente aussi mon throughput de performance. Donc, à partir de là, il arrive aux performances qui sont souhaitées et il continue tranquillement ses développements. Donc, Henri, lui, de son côté... je continue tranquillement mes petits développements informatiques en itération fonctionnelle. Et Michael, qui a pu corriger son architecture et qui est maintenant content, se dit, tiens, je pourrais automatiser mes tests de charge. Alors, moi, j'ai un peu de retard sur Henri sur mes développements. Par contre, je suis très DevOps et j'ai envie d'automatiser tout ce que je fais. Et mon objectif, je vous ai un peu amorcé dessus tout à l'heure, c'est qu'à chaque avancement dans le code, je puisse mesurer si j'ai introduit une dérivation de performance ou pas. Donc, je vais vraiment tout automatiser. Et donc ça va commencer par quoi? Donc ça va commencer par mettre en place un environnement sur lequel je vais tirer. Donc c'est ici ce qu'on vous a présenté comme VMperf, donc une machine virtuelle qui va imiter la configuration de ma prod le plus près possible et sur laquelle je vais faire mes tirs de perf. Ça va être aussi automatiser la façon de faire le tir depuis Gatling. Donc je me dis pourquoi pas le lancer depuis Jenkins dans mon intégration continue. Comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que je scrute mon outil de gestion de source pour faire mon tir en même temps que je passerai mes tests unitaires ou mes tests de recettes. Donc du coup, je vais avoir besoin d'avoir tout automatique. Donc j'ai un problème de comment je fais pour m'assurer que mon dernier build, c'est bien ce qui est déployé sur ma machine virtuelle. Je vais utiliser un outil comme Capistrano. Alors Capistrano, c'est un outil qui va permettre de lancer des commandes en SSH depuis des scripts Ruby sur plusieurs machines en parallèle, d'accord ? De l'autre côté, on va utiliser, alors c'est aussi un outil DevOps, c'est un outil d'automatisation de configuration. On va utiliser Chef, c'est un concurrent de Puppet si vous connaissez. Pour installer et la machine et le Jenkins, comme on l'a dit tout à l'heure, je me retrouve donc avec tout automatisé.
Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Donc, je vais déjà faire un truc pour gagner du temps pour la démonstration, c'est que je vais lancer chef sur ma machine sur laquelle je compte tirer. Vous voyez ce que je tape? Oui. Alors, là, en gros, je vais injecter la configuration chef dans ma machine. Et derrière, je vais lancer l'installation. Donc, on va voir plein de choses défiler. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, ne vous inquiétez pas. Donc là, il est en train... Alors, je travaille en local vu que j'ai pas Internet, voilà. Donc, il est en train d'installer plein de choses. Il met à jour l'OS. Il va installer un Tomcat, il va installer un Nginx. Et on va voir à quoi ça ressemble en termes de code. Donc, je sais pas... La première commande que j'ai tapé un generate local JSON. En fait, je lui ai fait injecter ce que vous avez maintenant à l'écran dans la machine. En fait, ça décrit simplement la configuration de la machine. C'est un peu aride, mais vous inquiétez pas, en fait. C'est juste un descripteur de la configuration de cette machine. Et vous voyez qu'ici, je lui dis que j'ai besoin d'un Java 7 et que je vais appeler une recette chef qui s'appelle WebApp, que j'ai ouvert juste à côté. Et en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, tu m'installes un Tomcat, tu m'installes un Nginx, tu me mets ce qu'il faut en place pour que Capistrano puisse aller déployer, tu me configures un war à déployer dans le Tomcat, je fais le lien entre mon Tomcat et mon Nginx en frontal, j'ai besoin que tout soit automatique, donc je me mets un script de déploiement dans la machine, donc c'est un petit script shell qui va juste faire une copie dans le répertoire web apps de Tomcat. Si vous connaissez Tomcat, il n'y a pas plus simple. Par contre, j'ai besoin d'un truc, c'est qu'avant de lancer mon test de charge, j'ai besoin de m'assurer que mon application s'est déployée correctement. Donc je mets en place un autre script qui s'appelle HTTP check et qui va aller vérifier que sur cette adresse-là, j'ai bien un service exposé. Alors, de l'autre côté, je dois avoir ma machine qui est prête. Ouais. Alors, on a dit qu'on aurait aussi besoin de mettre ça dans l'intégration continue. Donc pour ça, en fait, on va rajouter des jobs dans Jenkins. Alors il faut savoir que Jenkins, on peut le configurer à la main comme on peut l'automatiser. En fait, un build dans Jenkins ou dans d'autres outils d'intégration continue, c'est un répertoire et un fichier de conf. Donc c'est gérable par n'importe quel outil d'automatisation de conf. Et donc, je vais avoir besoin de mon build de base qu'on a vu ensemble tout à l'heure, d'un build qui sait me lancer des tirs de perf et d'un build qui sait déployer. Et le petit truc magique de la fin, un build qui me lance l'intégralité de la chaîne étape par étape. Donc pour ça, vous voyez, j'avais mon Jenkins tout à l'heure. Je vous ai préparé des recettes chef qui vont bien. Et devant vous, on va mettre en place les nouveaux builds. Donc on va voir chef qui va passer. Il va vérifier l'installation du Tomcat, du Jenkins. Et derrière, il va mettre en place les jobs qui vont bien dans Jenkins. Ça va relativement vite, parce que tout est local. Il est en train de redémarrer Jenkins. Et si je rafraîchis, on va peut-être avoir la page qui me dit d'attendre que Jenkins soit prêt, mais je devrais voir arriver par magie mes nouveaux builds. Et voilà. Et donc je suis maintenant capable de lancer un tir complet. Alors j'ai utilisé ici un plugin Jenkins qui s'appelle Multi-Job Plugin, il me semble. Et donc en fait ça me permet de m'assurer que je compile, je déploie et je fais mon tir de perf et j'arrête si la moindre étape échoue en cours. Donc on va en lancer un et on va continuer la démonstration pendant que ça tourne. On va vérifier qu'il part bien, voilà. Donc, on va voir le résultat dans pas longtemps. Si vous avez bien suivi, ce qui est intéressant là, c'est que donc la machine, la VM s'est fait configurer par du chef, c'est-à-dire des fichiers qui sont en gestion de configuration comme tout le reste de votre infrastructure. C'est ce qui va me permettre en fait, si j'ai des performances à optimiser aussi bien au niveau applicatif qu'au niveau infrastructure, parce qu'on est vraiment dans infrastructure as a code. Donc si j'ai à toucher à la configuration de ma machine injectée, donc c'est de fait, je pourrais m'assurer que cette configuration va me suivre jusqu'en prod à tous les étages de passage. Et je pourrais aussi forcer la reconstruction des machines toutes les nuits pour vérifier que mon install est convenable et qu'au moment où j'aurai à mettre en prod, je serai sûr du setup de ma prod. Donc on va pouvoir intégrer dans l'intégration continue, c'est un peu répété, la configuration de la machine donc pour la tester. Jusqu'en prod. Hop. Il en est où notre test de charge? Il doit être presque fini. Oh, il doit être fini. Ah. Non. Ah, il s'est vautré. Ça, c'est l'effet démo, c'est sympa. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a le repo guide qui est corrompu. C'est ennuyeux. C'est toujours comme ça hein, quand on fait une démo.
OK, ça va être plus compliqué. On l'a pas eu, ça, pendant la répétition. C'est pas un truc qui arrive, normalement. Là, j'arrive pas à le cloner. Il y a Internet ici? Bon. Sinon, on va faire ça, mais vous allez avoir juste un petit peu moins de démos. Ouais, tu penses pouvoir le réparer? Ouais, je vais me débrouiller. Donc moi, je continue tranquillement? Ouais. Tu peux me remettre des slides? Oui, ça devient beaucoup plus fort. Bon, du coup, je vais pas pouvoir réparer le repo. Non, mais ou enlève la recopie. Mais Ouais, je vais enlever la recopie. Désolé. Non, mais je vais mettre le bazar si je fais ça. Bon, donc on va continuer. On verra bien si on arrive à le réparer à la prochaine démo. Donc, test de charge automatisé. Donc, normalement, vous auriez vu un merveilleux dashboard dans Jenkins qui vous donne un suivi historique des performances qui est aussi pratique. Donc, vous avez les performances instantanées par le rapport Gatling, mais vous êtes capable aussi de monitorer une dérive de performance au fil de l'eau. Grâce à un plugin Gatling qui est disponible dans Jenkins. Bon, donc maintenant, vu que tout fonctionne bien, en tout cas dans la vraie vie des slides et pas pendant la démo, nos deux compères continuent, eux, leur itération fonctionnelle, étant donné que Michael, lui, a mis en place tout ce qu'il voulait pour être capable de suivre ses performances en continu et que Henri, lui, avait prévu de faire ça à la fin. Un matin, et c'est là que ça va être plus dur à démontrer sans le repo Git, mais on va voir. On a François qui est un des développeurs de Michael, qui en fait un commit un petit peu malencontreux. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, l'idée, je vous demande juste une seconde, je vais vérifier que j'ai Internet, parce que j'ai une copie du repo sur GitHub. Ça a l'air mal barré. Hein. Bon. Sinon, non, tu ne dois pas avoir de rapport. Montre juste la fin du Gatling avec l'assertion. Oui. Alors l'idée, c'est que dans Gatling, et comme dans d'autres injecteurs de perf, on peut introduire une notion d'assertion. Donc heureusement, ça nous permet de tester à chaque étape ce qui se passe. Et on peut introduire quelque chose de très intéressant. C'est cette petite ligne que je suis en train de vous surligner, qui me permet de dire vérifie à la fin du test que mon temps de réponse moyen est inférieur à 300 millisecondes. Donc ce qui est intéressant là-dedans, et ce que je voulais vous montrer, si mon repo Git ne s'était pas étalé, c'est qu'en fait, si j'introduis une dérivation de perf, alors on avait mis un joli bottleneck, où j'avais un booléen activé, je committais, je buildais, et le build doit casser au moment des tests de perf parce que mon temps de réponse se retrouve à passer au-dessus des 300 millisecondes. Donc non seulement on voit la magnifique courbe grimper dans un graphe, dans le build Jenkins, donc il y a un plugin Gatling, comme disait Henri, mais en plus, on se retrouve avec le build rouge. Donc c'est plus seulement la notion de test fonctionnel ou test unitaire qui va casser le build, c'est aussi la dérivation de perf. On va dire, dans mon cas, je trouve que si mon service met plus de 300 millisecondes à répondre, c'est pas normal, donc je casse le build, et mes gentils développeurs, ils ont intérêt à corriger s'ils veulent continuer à avancer les développements. Du coup, je m'assure de bout en bout des performances de mon application. Hop, retour sur les slides. Bon, en l'occurrence, donc, Michael ensuite fait son technical leader classique, va dans l'historique des commits de l'application et se rend compte que notre François a fait 3 erreurs graves de performance. La première, il a introduit une contention dans l'application. La deuxième, il a mal utilisé le cache applicatif. Et la troisième, il a créé un problème d'algorithmie. Donc, il est passé d'une application qui était en O de n à du O de n carré. Donc, évidemment, Michael s'empresse de corriger le problème puisqu'il a pu s'en rendre compte immédiatement et explique à François, « François, est-ce que tu pourrais ne plus faire ça, s'il te plaît, parce que ça nous flingue notre appli. » Le problème est corrigé et hop, on peut continuer tranquillement nos développements. Bon, justement, Henri, moi j'ai terminé en fait, étant donné que j'ai pas perdu mon temps au début de l'application à vérifier mes tests de charge, j'ai terminé mon application, mais il faut bien que je fasse des tests de charge à un moment donné.
Ce qui fait que juste avant ma prod, ben, je commence à mettre mon infrastructure de test et je fais mes tests de charge. Mais c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'Henri, il a fait aucun tir de perf, contrairement à moi. Alors ok, c'est super. D'un point de vue fonctionnel, il a fini. Il a rempli toutes les fonctionnalités de l'application, il a développé toutes ses features. Le cahier des charges est à peu près respecté, il est heureux. Par contre, on se retrouve avec du 11 ou 12 secondes de temps de réponse. Et rigolez pas, on l'a tous vu sur des applications, ça. De tester son application tout seul sur son poste, et puis oh, c'est bon, ça marche. Et puis un jour, on met 20 utilisateurs. 20 utilisateurs, c'est ridicule. Mais on a tous vu les machins passer à 30, 40 secondes. C'est horrible. C'est horrible. Vous savez, quand vous vous demandez si c'est pas un petit Indien qui met les bits un à un dans un tuyau pour vous les renvoyer, là, eh bien, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé. Bon, et par contre, en attendant, ben lui, Mickaël, termine ses développements. Avec mes tests de charge qui tournent à chaque commit. Voilà. Pendant que moi, ben, je commence un petit peu à chauffer parce que je commence à voir ma date de production arriver. Je me dis, il va falloir que je trouve un truc quand même. Donc, je me mets un petit peu à corriger à l'arrache, à faire un petit peu de quick win. Je descope une fonctionnalité ou deux qui sont vraiment trop lentes pour être livrées et qu'on n'aura pas le temps d'optimiser. J'ai des gros problèmes parce que mon architecture, ben, elle ne tient pas la charge. Je sais qu'il faut que je la modifie, mais c'est un peu tard dans le projet pour tout changer. Donc, je fais comme je peux en gardant l'archi tel quel. Je me prends un mois de retard. Je laisse tomber mes vacances de Noël et je hack à la dure pour essayer d'avoir des performances suffisantes. Après un mois, on décrète que c'est OK. C'est pas super aussi rapide que ce que j'aurais voulu au début, mais ça va le faire. Et je me dis que dans la version 2, ben, je corrigerai. Voilà, comme d'habitude. Et moi, malgré tout, j'ai réussi à finir mes développements dans les temps. J'ai des temps de réponse qui sont corrects, donc je pars en vacances. Hein. Puis Tahiti, il paraît que c'est pas mal. Hein. Donc, bilan de tout ça. Au début des développements informatiques, ce qu'on faisait, c'était des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on trouvait une application à développer, on définissait une architecture, ensuite on rentrait dans un tunnel de développement fonctionnel qui arrivait jusqu'à des tests de charge et ensuite une mise en production. Au fil de l'eau, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement la meilleure approche, que c'était mieux d'avoir un retour fonctionnel des utilisateurs au fil de l'eau. Donc, on s'est mis à faire des développements agiles, donc des courtes itérations pour avoir un retour de développement. Par contre, malheureusement, on a continué à avoir nos tests de perf à la fin et une mise en production. Comme vous avez vu, ce qui se passe en fait dans la vie généralement, c'est ça. C'est que vous arrivez à vos tests de charge, c'est une catastrophe. Vous prenez un délai, vous corrigez comme vous pouvez, vous livrez une version coup-ci coup-ça qui est à peu près correcte, un petit peu à l'arrache. Vous corrigez un peu dans tous les coins avec des petits quick wins, sachant pertinemment que vous introduisez une dette technique et vous dites qu'après la mise en production, vous allez pouvoir corriger. Je ne mets pas beaucoup de ponctuation dans ma phrase. Mais donc, vous arrivez tranquillement à la fin à une MEP qui est pas trop mal et que vous allez pouvoir corriger dans la version qui va suivre ultérieurement. Bon, sachant qu'après, les utilisateurs vont vous redemander des trucs à faire, vous n'aurez pas le temps d'enlever la dette technique et votre application restera probablement lente à jamais. C'est triste. Donc, nous, ce qu'on vous dit, et ce qui est maintenant technologiquement possible, parce que précédemment, avant toute l'arrivée de DevOps, c'était quand même plus compliqué d'avoir des infrastructures reproductibles, et ce qui faisait qu'on faisait des tests de charge plutôt vers la fin, c'est qu'on on se disait que faire les tests de charge, c'est assez coûteux. Il faut mettre en place toute l'architecture, et prendre de l'humain qui va lancer les tests, vérifier que tout fonctionne bien, etc. Ce qu'on vous a montré, c'est que c'était donc possible de l'automatiser. Et ce qui implique que c'est possible de le faire en continu, de maintenir en continu et de pouvoir monitorer votre performance en continu. Et en particulier, de pouvoir suivre une légère dérive potentielle qui arrive au fil de l'eau et de voir si vous souhaitez optimiser ou si vous considérez que c'est pas trop grave par rapport aux performances attendues de votre application. Donc, ça vous donne une belle métrique de suivi, en fait. Ensuite. Et donc après, vous faites comme vous voulez. Soit vous vous jetez à l'eau, vous pouvez tester les outils DevOps qu'on a essayé de vous introduire rapidement. J'aurais bien voulu vous faire une démo, je suis désolé. En tout cas, on peut vous assurer qu'en fait, aujourd'hui, avec les outils d'automatisation de conf, avec les outils de gestion de topologie, avec la virtualisation surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, on peut vraiment tout automatiser. Alors vous allez me dire, sur la virtualisation, on ne peut pas faire des tests de perf vraiment reproductibles, on ne va pas avoir les mêmes perfs que sur du physique, ok, je suis d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est déjà de pouvoir faire une proportion.
Si on se dit que ma machine sur laquelle je fais mes tirs de perf, c'est 1 et que j'ai 4 en prod, bah, le facteur, il est facile à trouver. On va passer un peu en dessous. Ce qui va nous intéresser, c'est pas vraiment le dimensionnement, c'est aussi la conf. On va se rendre compte qu'en configurant son infrastructure d'une façon, on va avoir des perfs qui sont tout de suite meilleurs. Cette conf, on veut la reproduire en prod, on veut pas non plus tout casser, donc on automatise aussi la gestion de conf. Et on arrive aussi donc maintenant à automatiser donc l'intégration continue, ça commence à faire un moment qu'on sait le faire, et donc pourquoi pas introduire aussi les tests de perf là-dedans pour s'assurer de les faire de bout en bout. Donc à vous de voir. Bon, nous, on aime bien l'idée d'aller en vacances à Tahiti pour Noël et on aime bien y boire des pina coladas. Si l'idée vous intéresse, ben ça, c'est ma recette personnelle de pina colada. Je vous recommande de la noter. C'est unique au monde et c'est probablement la meilleure. Et sinon, ben, Michael et moi sommes à votre disposition pour discuter du sujet ici ou en sortant de la salle ou éventuellement, il va y avoir nos coordonnées à la fin de la prochaine slide. Je vous en reparle tout de suite après. Et donc, comme j'étais persuadé de vous faire une super démo, j'ai mis la démo sur GitHub. Vous pouvez la tester chez vous. Il vous faudra 3 machines virtuelles, c'est pas méchant. Vous allez voir, ça marche. Ça marche très bien, sauf quand on casse son dépôt Git. En fait, pour vous expliquer, j'ai copié le dépôt Git en local au cas où j'avais pas Internet, et c'était une mauvaise idée. Donc dessus, vous allez trouver les recettes chef qu'on a utilisées pour installer le Jenkins, les différents jobs que vous avez vus, donc pour tirer du Gatling, pour déployer, pour setuper la machine de perf. Vous allez trouver les tâches Capistrano. Alors dans la démo, Capistrano nous sert à gérer la topologie. Donc une topologie, c'est une description de mon réseau de machines. Donc je lui décris sous forme simple, je vous le montre vite fait vu qu'on n'a pas fait la démo. Je lui décris sous forme simple qu'est-ce que j'ai comme machine dans mon réseau. Donc j'ai un serveur d'application avec tel IP, tant de RAM. Je lui dis bon ça c'est une notion chef. Et je lui dis qu'il va utiliser le rôle chef appperf. Donc en fait c'est Capistrano qui me sert à la fois à connaître mon réseau de machines et à lancer chef sur les machines. Alors un peu de pub pour Octo quand même parce que j'ai utilisé alors un dépôt qui s'appelle MasterChef. C'est Bertrand Paquet et moi-même qui contribuons beaucoup là-dessus. C'est donc ces 2 Octos. C'est des recettes chef qu'on a open sourcées. Il y a un peu de tout qu'on a utilisé chez des clients. Donc c'est des recettes qui sont utilisées dans la vraie vie. C'est pas juste du POC. Et enfin le framework Capistrano qu'on a utilisé qui est aussi développé par un Octo qui s'appelle MasterCap. C'est lui qui permet la gestion de topologie et le branchement à chef. Parce que c'est quelque chose que Capistrano ne fait pas en natif. Et enfin, vous trouverez nos coordonnées en bas. 2 autres petits points. En fait, j'organise avec d'autres perfog leaders, excusez-moi, un nouvel événement, donc un nouveau user group qui tourne autour de la performance. On en a un, Sofiane, c'est quand? C'est jeudi? Jeudi. On en a un jeudi. Où on reçoit AppDynamics et on va faire un petit laboratoire pour optimiser du AppDynamics en live. C'est quelque chose qui va être récurrent tous les mois, donc surveiller. C'est vraiment, le but est de monter en puissance sur de la performance, tester des outils et discuter ensemble. Donc vous avez l'URL en haut. Deuxième chose, c'est que je participe à un mouvement, je vais appeler ça un mouvement français qui s'appelle les Brown Bag Lunch. L'idée, c'est que vous avez une liste de speakers qu'on appelle des baggers sur le site et vous pouvez les inviter le midi chez vous pour qu'ils vous parlent d'un sujet ou d'autre. Donc moi, je parle de performance, je parle aussi de stratégie de test et j'y parle de développement parallèle, donc une série de choses comme ça que vous avez dans mon descriptif. Évidemment, il y a plein d'autres gens très très bien que vous pouvez vouloir inviter. Et si vous ne connaissez pas le principe, c'est donc vous m'invitez, vous me payez à manger et je vous raconte des trucs. Le principe, c'est ça. Donc, l'URL est là, vous allez voir un petit peu tout ce qui est disponible. Et sinon, on prend vos questions. Merci beaucoup.